Bien, bonjour, bienvenue. J'espère que la pause a été intéressante. Donc, je vais passer à l'autre période d'atelier. Juste avant le 10 minutes. Alors, l'atelier va être animé par Aurélie Sierra, qui est ici présente, qui détient une formation, qui est sociologue de formation spécialisée sur les questions environnementales. Elle a travaillé durant plusieurs années au sein de la CRE du Bas-Saint-Laurent pour mettre en place des démarches de concertation régionale sur des sujets variés liés à la gestion des ressources naturelles. Elle est ensuite devenue consultante avec comme objectif d'aider les organisations à développer des projets collaboratifs efficaces, à mieux comprendre comment fonctionne le changement, la motivation et la mobilisation chez les individus. Donc, elle offre également des formations sur différents thèmes, tels que le changement de comportement, la co-création et l'engagement qu'elle considère comme les éléments clés de toute démarche de concertation. Alors, je vous laisse prendre soin de Aurélie. Bonjour à toutes et tous, merci d'être ici pour cette deuxième partie matinée. Effectivement, on va parler de concertation. La façon dont ça va se passer, c'est que j'ai une petite présentation à faire qui va durer une vingtaine de minutes. Et ensuite, c'est un peu vous qui allez travailler, vous allez discuter entre vous de certains enjeux qu'on va regarder. Donc ça recommence comme ça, après. C'est bon, merci. Je suis sortie. Ouais. Pour commencer, j'ai sorti une phrase du guide pour l'élaboration des plans régionaux qui me semble bien résumer les enjeux sociaux qui vont être les vôtres à toutes et tous et les nôtres. Je vais la lire. Cette phrase, c'est par ailleurs, la cohabitation harmonieuse des usages anthropiques et des milieux hydriques exige l'élaboration d'une vision de l'ensemble qui permet de protéger les intérêts environnementaux, sociaux et économiques. Je pense que tout est là. Tous les défis sont bien résumés dans cette phrase. Je parlerai plus d'intégration des intérêts que de protection des intérêts, mais en soi, c'est bien résumé. Puis la question, c'est évidemment de trouver une vision d'ensemble. Ça, c'est un beau terme. La vision d'ensemble, ça va être le fait de travailler collectivement. C'est évident que ça va être un travail collectif, mais le message que je veux passer là-dedans, c'est que le mandat a été donné au MRC. On sait qu'il va y avoir une diversité d'acteurs et d'organismes, etc., qui vont être impliqués. Et là-dedans, chacun et chacune aura des responsabilités à porter et aura des responsabilités aussi pour la bonne marche de ces démarches-là, notamment au niveau de la concertation. Donc, les MRC ont le mandat, mais on va tous être des collaborateurs et collaboratrices au succès de l'élaboration de ces plans. Les défis sociaux, en soi, vous les connaissez, c'est sûr, vous êtes déjà confrontés dans divers projets. Il est question d'intégration. Par intégration, j'entends l'intégration des démarches, des outils qui existent déjà, des acteurs, des organisations qui travaillent déjà sur ces sujets-là. Donc, c'est tout cet aspect-là qui va devoir être travaillé. L'intégration des différentes échelles territoriales aussi, vous savez, ça va être un défi. Là-dedans, il va y avoir des défis de concertation, évidemment, pour intégrer les personnes, les organisations, tous les gens qui sont concernés par ces questions de milieux humides et hydriques. C'est là-dessus qu'on va se concentrer ce matin. Et effectivement, de la communication qui est transversale et qui va avoir lieu tout le long. Ce que je veux dire dès à présent, c'est que la communication seule ne suffira pas. À ce sujet, il est beaucoup question de consultation. Je voulais juste clarifier certains termes. Consultation, concertation et co-création ne sont pas la même chose. Et on ne les utilise pas pour les mêmes raisons. La consultation, j'ai un projet qui est déjà défini, je suis déjà bien avancé dans mes enjeux, etc., puis les objectifs que je vais atteindre et même comment je vais les atteindre, et je les soumets ensuite à un groupe de personnes que j'ai identifiées. Ces gens-là peuvent me revenir avec leurs commentaires. La concertation, je n'ai pas de projet qui est prédéfini encore. J'ai un enjeu, j'ai une problématique, et je mets des gens autour d'une table pour réfléchir à cette problématique et créer un projet ensemble. Et la co-création s'intègre en fait dans la concertation, c'est une façon de planifier vos projets. C'est-à-dire que co-créer, c'est dès le départ du projet, je mets les bonnes personnes autour de différentes tables pour créer ensemble l'ensemble du projet. Dans ce cas, c'est créer ensemble ce plan régional et ne pas arriver avec un plan régional que je soumets à consultation. Ça, c'est un conseil personnel que je vous donne, vous en faites absolument ce que vous voulez, mais selon moi, la consultation ne suffira pas
et va créer des problèmes éventuellement, parce qu'il faut que les gens soient impliqués dans l'ensemble du processus pour comprendre les enjeux qui sont là sur les territoires, les enjeux sociaux, être impliqués, avoir un rôle de décideur le plus possible, et de cette façon-là, ils pourront être engagés. Avant de rentrer dans le détail de comment ça va se passer dans l'élaboration du plan, je voulais qu'on regarde un peu les choses différemment. Souvent, les démarches de concertation, on les voit comme quelque chose de relativement pénible, ce qui peut être le cas, mais l'idée, c'est de regarder l'autre autrement. L'autre n'est pas une contrainte. En fait, la contrainte, c'est d'être seul. Imaginez si on vous avait demandé de faire ces plans tout seul, sans demander rien à personne, ce serait extrêmement compliqué. Donc, l'autre va être là pour éventuellement aider, notamment dans l'acquisition de connaissances, qui est un enjeu important, on en a beaucoup parlé hier. L'autre est une personne et il n'est pas un public. On utilise ces termes, et moi je suis la première à les utiliser, partie prenante publique, etc. C'est bien, c'est des facilités de langage. Pour autant, derrière ces termes-là, il y a des personnes, des individus. Puis j'ai là d'enfoncer une porte ouverte, mais c'est important de se rappeler que ce sont des gens à qui j'ai affaire, ce sont des êtres humains comme moi. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, entre êtres humains, on a les mêmes besoins, globalement. Et je peux me raccrocher à ça dans mes démarches, même quand il y a des contradictions, des conflits, des divergences. Je peux me raccrocher à ça. Dans une démarche de concertation, on a tous le même besoin, c'est de s'exprimer et d'être entendu. Et ça, on le partage tous. Donc, on peut aussi comprendre l'autre quand il a besoin de s'exprimer. On est toujours le bourreau de quelqu'un. C'est important de le comprendre. On n'est pas seulement des victimes. On a souvent l'impression qu'on n'est pas assez entendu, qu'on n'est pas assez écouté. Et globalement, les relations humaines font en sorte qu'il y a toujours un équilibrage et que quelque part, toujours le bourreau et la victime de quelqu'un. Et c'est en ce sens-là que je dis qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités et se mette dans une démarche de collaboration et pas dans une démarche de défendre ses intérêts personnels ou ses intérêts privés. Et ça, c'est le travail de tout le monde. Et le dernier petit conseil, c'est patience et diplomatie. Les outils de concertation, de co-création, vous en trouverez, vous en créerez. Il n'y a aucun souci, je ne me fais aucun souci là-dessus. Vous avez déjà certainement beaucoup d'expérience. Ce qui compte, c'est l'attitude et le fait que dès le départ, vous savez que ce dont vous allez avoir besoin, c'est de la patience, parce que ça ne se passera pas comme vous voulez, je vous le dis tout de suite, et de la diplomatie, parce que tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Et c'est ça qui va être nécessaire. Et ça, c'est un fait, il faut l'accepter dès le départ. Pour ce qui est des plans régionaux, la façon dont moi je lis en fait les défis que vous allez avoir, ils sont à deux moments. Dans l'élaboration du plan, c'est ça dont on a parlé ce matin, mais vous allez aussi évidemment avoir des défis de concertation dans la mise en œuvre des stratégies qui vont sortir de ces plans. Ces défis, à ce moment-là, dans la deuxième étape, sont d'autant moins importants que vous aurez travaillé dans un esprit de co-création et de concertation dans la première étape dès l'élaboration du plan, pour familiariser les gens avec votre démarche, avec les enjeux du territoire et les enjeux sociaux. On va regarder plus la question d'élaboration du plan. Là aussi, je vois deux choses différentes. Ça va être intégré dans la vraie vie, mais là, pour des questions de compréhension, je vais les séparer. Il y a la partie concertation et intégration des outils et des démarches qui existent déjà, des partenaires qui travaillent déjà sur ces questions-là. Donc on pense aux ODV, aux comités ZIP, aux conseils régionaux de l'environnement, aux organismes de conservation éventuellement, et à tous les outils comme les plans directeurs de l'eau, etc. Donc ça, c'est un premier défi. Le deuxième, c'est la collaboration avec les personnes qui vont être concernées par les éventuelles mesures. Ça se passe essentiellement en termes privés, donc on a des propriétaires qui vont être concernés. Et ces propriétaires, il va falloir les impliquer le plus tôt possible. Et c'est là-dessus que je vais m'arrêter quelques instants. Il faut impliquer ces gens-là le plus tôt possible, même si je sais que vous n'aurez pas identifié nécessairement tout au milieu numérique d'intérêt dès le départ. Donc vous ne saurez pas exactement où se passent toutes les mesures que vous allez mettre en place. Mais vous allez avoir des idées qui vont se dégager et essayer d'identifier ces personnes-là le plus tôt possible. Il y a des gens qui sont représentés aussi par des organisations, des conférenciers, des conférences d'école, etc. Essayez au maximum de les impliquer. Et là encore, ce n'est pas une question nécessairement que chacun défende son intérêt et de défendre son morceau, mais d'être dans la collaboration qui se fait dans les deux sens. Donc autant que vous essayez de les impliquer, autant eux, ils vont essayer aussi de collaborer, de participer au fait que cette démarche doit bien se passer et intégrer les différents intérêts. On va regarder ça dans le détail des étapes. À l'étape 5, je pars à l'envers juste pour vous montrer la mécanique. À l'étape 5, vous êtes à l'élaboration de la stratégie de conservation avec des maîtres d'œuvre. Ces maîtres d'œuvre-là,
il faut qu'ils aient été impliqués dans toutes les étapes. Et il faut que vous ayez identifié les maîtres d'œuvre et les enjeux sociaux. C'est ça qu'on va regarder là dans le détail. À l'étape 1, vous avez notamment le devoir de mobiliser les parties prenantes. Mobiliser, ça veut dire savoir à qui on parle, de quoi on lui parle à cette personne-là, et qu'est-ce qu'on va attendre de lui ou elle. Puis ça, il faut que ce soit très clair, en fait, parce que la mobilisation, c'est pas simplement mettre des gens autour d'une table. La mobilisation, c'est donner un rôle aux gens que l'on invite à participer. Ça, c'est vraiment important, parce que dans certaines démarches de concertation, on essaie tout d'un coup de créer un groupe, on a un enjeu, on met les gens autour d'une table et on a mobilisé, on espère que ça fonctionne. C'est très compliqué de fonctionner comme ça. Il faut vraiment que les gens comprennent quel rôle ils vont pouvoir jouer dans les démarches que vous allez mettre en place. Et plus vous allez avoir des gens qui ont un rôle qui fait du sens pour eux, plus ces gens-là vont être engagés en fait, à long terme, et vous allez avoir moins de difficultés. À cette étape-là, mon conseil à moi, c'est que vous devriez planifier une démarche de co-création. À ce moment-là, vous connaissez vos parties prenantes, vous savez où est-ce que vous les impliquez, et vous faites étape par étape, qu'est-ce que je vais faire avec eux. On va le regarder ensemble. À cette étape-là, les outils, c'est assez simple, c'est juste de faire une liste des gens que vous allez devoir impliquer, de les cartographier. Ça peut être une cartographie vraiment géographique sur votre territoire, ça peut être aussi une cartographie plus sociale, pour comprendre le niveau d'influence qu'ils vont avoir, le niveau d'intérêt qu'ils ont dans le sujet. Vous trouverez ces outils-là facilement. Je vous conseille aussi, autant que possible, d'aller rencontrer les gens individuellement avant de les mettre autour d'une table où des enjeux difficiles vont discuter. C'est important de créer du lien avec les gens avant de les mettre en groupe. Souvent, en groupe, les positions sont extrêmes. Je suis sûre que vous l'avez déjà vécu, alors que quand vous parlez individuellement avec une personne, c'est mieux raisonner, entre guillemets. Donc, rencontrer les gens individuellement. Ah oui. J'ai fait un PowerPoint plus détaillé que je ne pouvais pas passer aujourd'hui parce que c'était trop de détails techniques. Donc, je l'ai envoyé à François et vous allez l'avoir après le forum. Donc, les outils et les étapes de co-création sont plus détaillés dans un autre PowerPoint. À l'étape 2, vous en êtes à faire le portrait du territoire et notamment le contexte d'aménagement. Et à cette étape-là, je vous conseille fortement de documenter les aspects sociaux. Et dans les aspects sociaux, il n'y a pas que de la démographie, il y a aussi les enjeux sociaux que vous connaissez de vos territoires, les relations, les interactions entre les gens, entre les organismes, les endroits où il y a eu des conflits historiquement, des problèmes, des choses comme ça. Il faut le documenter. C'est important, c'est des connaissances que vous avez besoin de les chercher, vous avez ces connaissances-là, mais c'est important de les documenter et de les écrire. Ça va aider pour la prise de décision, ça va aider pour les gens qui vont lire vos plans à comprendre les décisions que vous avez prises. Vous êtes aussi à ce moment-là, dans le recensement des milieux naturels d'intérêt, je vous conseille, si c'est possible dans vos territoires, de le faire en design participatif. Donc, de faire des cartographies participatives pour identifier ces milieux. Vous avez les données scientifiques, mais vous avez aussi les données plus sociales du terrain qui sont importantes. C'est important parce qu'on complète les informations que l'on a, mais c'est important aussi parce qu'on crée un dialogue avec les gens autour d'un objet commun qui est le territoire. C'est ça que vous voulez en premier. Donc, utiliser les outils de design participatif dès cette étape-là, ça peut vraiment être intéressant, je pense. Au niveau du diagnostic des milieux hydriques, il y a tout le processus pour déterminer les enjeux de conservation, et notamment, il vous est proposé l'analyse force faiblesse, opportunité, menace. Et là aussi, je pense que c'est une bonne méthode et qui mériterait on devrait rentrer dedans les aspects sociaux aussi, force faiblesse, opportunité et menace, parce que ça va faire partie de la décision. Ça va faire partie de votre priorisation. Donc, de documenter à cette étape-là aussi les aspects sociaux, ça va vous aider pour la suite. Et là, vous êtes à l'identification des milieux d'intérêt, donc je vous le dis, le design participatif là aussi est intéressant et les ateliers de co-création vont vous aider en fait. À l'étape 4, vous êtes à l'étape de l'engagement, des engagements de conservation. Et à ce moment-là, je vous dis que tout le long, les élus ont été impliqués de la même façon que les autres personnes, aussi pour voir les processus, comprendre comment se fait le processus de décision et être clairement éclairé au moment où il y a des décisions à prendre.
Dans l'analyse du contexte d'aménagement et les choix qui se font, ce sont notamment les informations que vous aurez glanées aux étapes 2 et 3 qui vont vous permettre à ce moment-là de faire des choix en faisant entrer les aspects sociaux dans ces choix-là. Idéalement, les choix de conservation pourraient se faire en co-création, et en tout cas pour débroussailler certaines priorisations, ça aiderait pour la suite. Donc, c'est la co-création. Et enfin, vous êtes à l'étape 5, donc là vous êtes à l'élaboration de la stratégie, ça devrait découler en fait des étapes précédentes. Et notamment au niveau de la concertation, vous devriez être dans quelque chose déjà d'assez naturel et arriver à l'identification des porteurs, de ces fameux maîtres d'œuvre. En fait, ils se seront manifestés, ils se seront identifiés en fait avant, et là, quand vous arrivez à l'étape 5, vous êtes juste au moment où ça s'intéresse, en fait, c'est naturel, ça se crée tranquillement. Et là, vous avez des gens qui sont engagés parce qu'ils ont participé à l'ensemble de la démarche. Ils n'ont pas juste été sollicités pour donner leur avis sur un document auquel ils n'ont pas participé. Donc, il y a une forme d'engagement qui est déjà présente. Le message que je veux passer, qui est extrêmement important, c'est que communication, éducation, sensibilisation, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Pour la bonne et simple raison qu'un être humain ne passe pas de l'idée au comportement comme ça. Une idée ne génère pas un comportement. Une information ne génère pas une action. Donc, quand on ne fait que sensibiliser avec un pamphlet, un guide, quelque chose comme ça, si on n'a pas engagé les gens dans un rôle de décideur, ça ne générera pas nécessairement un comportement. Ça, c'est vraiment important de le comprendre parce que souvent, on a des attentes démesurées face aux outils de sensibilisation. Donc, ça résume que si vous voulez des maîtres d'œuvre qui sont engagés et si vous voulez que ça se passe de façon la plus fluide possible, il faut impliquer les gens le plus tôt possible. Et dans tous les territoires, ce sera différent. Avant de passer au petit atelier participatif, juste un petit wrap-up, l'important c'est l'attitude. En fait. Les outils, vous en trouverez, vous en créerez, les gens vont vous en donner, c'est vraiment pas le problème. Ce sur quoi il faut vraiment travailler, c'est l'intention avec laquelle vous faites les démarches de concertation, l'attitude que vous allez adopter avec les gens. Ça vaut pour tout le monde, autant celui qui met en place la démarche de concertation que celui qui participe. Ça, c'est important de prendre ses responsabilités là-dessus pour avoir des démarches qui fonctionnent bien. Sur la question de la séquence de travail, si je vous invite à faire de la co-création, c'est aussi par l'expérience pour avoir vu des démarches qui fonctionnent et qui ne fonctionnent pas. Et je vous y invite parce qu'en fait, la co-création, c'est aussi une méthode de planification de projet. Et là, les étapes, vous les avez déjà dans le guide. Il n'y a plus qu'à mettre les bons outils aux bons endroits et d'utiliser la co-création comme une planification de projet et aussi comme une boîte à outils pour organiser des activités. Ça, à la fin de la matinée, je vais vous donner des liens vers des boîtes à outils qui vont vous aider pour organiser les activités à différents moments de vos projets. Ce que je veux rappeler aussi, c'est qu'il est beaucoup question dans le guide et dans tout ce projet-là de résilience et d'adaptation au changement climatique. Et on parle souvent de l'importance de la collectivité des écosystèmes pour s'adapter au changement climatique. Ça vaut pour les êtres humains. La collectivité humaine va être une de nos capacités à nous adapter et être résilient face au changement climatique. Donc il faut changer nos façons de nous parler, nos façons de travailler ensemble. C'est vraiment important pour l'adaptation au changement climatique pour les communautés. Et le dernier élément que je veux répéter, parce que c'est extrêmement important, une idée ne génère pas un comportement. Quand on veut que les gens changent de comportement, quand on veut que les gens s'engagent, on ne fait pas juste sensibiliser. Ça ne fonctionne pas. Il faut engager les gens dans l'action, leur donner un rôle dans vos démarches. Voilà, ça c'était pour mon invité. Aujourd'hui, donc on va faire un petit travail, vous allez parler ensemble en fait.